Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de Chloé, cueilleuse de rêves et de plantes, tisseuse. Salut Chloé. Salut Clara. Ça va? Oui, et toi? Eh bien écoute, ça va. Au soleil, donc parfait. Donc Chloé, cueilleuse de rêves, tisseuse, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Qui tu es, Chloé? Oui, je peux. Voilà, je peux te dire qui je suis maintenant. Et je peux pas dire qui je serai bientôt ou définir complètement. On discutait tout à l'heure de la limite des mots, donc c'est hyper intéressant. Donc je vais tenter de dire maintenant avec des mots. Donc déjà, je sais pas totalement qui je suis et c'est un sacré moteur de continuer avec la donnée inconnue qui nous met tous en mouvement, un peu comme un feu d'ombre et d'obscurité. Et qui je suis maintenant, donc une être humaine en recherche de vérité à travers moi-même, qui me relationne au monde, aux personnes, aux vivants et beaucoup au végétal. À travers le monde végétal, j'ai le vrai sentiment d'observer qui je suis. Et tout ça, pas à un moment forcément fixe, mais grâce au mouvement que je peux observer dans le végétal, parce que je trouve que c'est très observable et assez contemplatif. Ok, donc tu nous dis, en gros, est-ce que, juste pour être sûr que je vois clair, finalement il y a cet effet miroir dans le végétal pour toi? Oui, un beau miroir, un magnifique miroir, parce que je trouve qu'il y a une beauté dans les plantes qu'on peut retrouver aussi chez les êtres humains, chez les animaux, dans des petits mouvements d'âme. C'est comme quand tu regardes un reflet dans les yeux de quelqu'un et puis va pétiller différemment à un moment ou à un autre. Tu vas vraiment débusquer une émotion, ou même quelquefois, c'est juste qu'elle va te sauter aux yeux. Et ça va te toucher, ça va toucher ton cœur. Et tu vas avoir quelque chose qui te relie. Tu vas lire quelque chose en l'autre que tu vas reconnaître en toi. Et ben voilà les émotions, le genre de ressenti que je peux avoir en observant le végétal, et dont d'autres personnes vont parler aussi. Mais ce serait comme des imaginations. C'est pour ça que ça vient toucher au rêve. C'est comme une image en mouvement qui va décrire, qui est propre à décrire l'âme en mouvement. C'est-à-dire... Ça va un peu plus loin que la botanique classique qui va dire bon, bah, la plante elle est comme ça, elle est comme ci, mais dans le temps comment elle est, elle va, tu vois, si tu filmes l'éclosion d'une fleur, les développements d'une plante, la croissance d'un arbre, la manière dont il se forme, mais avec son environnement, c'est de la terre au ciel, tu auras une image mouvement comme ça qui peut en dire beaucoup sur même tous les humains, comment on peut dire, des caractéristiques précises, des émotions. Mais pour ça, ça demande d'aller les lire en soi. Et ça, tu le vois dans la plante? Et ça, je le vois dans la plante et son contexte. Et moi. Moi, bien sûr, je prends en compte que ça peut être totalement subjectif, en fait, parce que ça me touche. Là, tu m'accueilles chez toi. Et juste pour que les auditeurs ils puissent un peu imaginer, donc on est à Neussel. Et puis on est en face de ton jardin, en plein soleil. Et ce jardin qui est... Comment on peut le définir, ton jardin? Alors moi, je le trouve magique. Depuis toujours, avant même de planter... je trouve qu'il y a une magie qui s'exprime et que j'ai plus qu'à jouer avec au final. Et puis un peu, voilà, un jardin, peut-être si je me mets dans la peau des autres, qui peut sembler
un peu fouillis, fantaisistes, assez condensés, parce que c'est pas très grand. Mais je sais que les enfants s'y plaisent beaucoup pour jouer, donc je me dis que ça parle aussi à leur imaginaire peut-être. Et puis il y a beaucoup de choses comestibles, donc il est assez nourricier. Et quand vient le printemps, ça devient très vite l'abondance, et puis un peu la folie. Je vois là, j'observe, il y a des pierres qui sont un peu comme dans les dessins animés de Miyazaki, par exemple. Je vois une structure, alors peut-être qu'on pourrait parler là de tout ce qui est dans le sacré. Alors, est-ce que c'est de la géométrie sacrée? Quel est le sens finalement de... Je vois beaucoup de choses chez toi, là, dans ton jardin, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de sacré, effectivement, de magie, et j'ai l'impression que tu utilises, je sais pas, l'énergétique des plantes, de la terre. Est-ce que tu peux nous présenter ton jardin? Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que comme tu dis, il y a des structures, donc ça peut sembler hyper structuré, puis travaillé. Et ce qui est super drôle, c'est que nous, au moment où on fait ça, on va s'éclater. Moi, je laisse vraiment sortir, c'est intuitif. J'ai un peu des petits coups de bélier, quoi, les coups de tête, genre allez, on sort, on y va. Des fois, je fais aussi des rêves où la nuit, je me réveille, puis voilà, il y a les racines des plantes, je sais ce que je vais faire le matin. Et j'y vais hyper intuitivement. J'ai pas tant de connaissances, quoi, mais c'est parti, on fait ça. Et puis en fait, je me suis aperçue en faisant, en ayant juste un minimum de recul, puis quand des gens viennent, puis qui ont des connaissances plus vastes dans certains domaines et tout ça, ils vont m'apporter des éléments de lecture de ce que j'ai déjà fait. Et là, je regarde qu'en fait, on est déjà structuré. Il y a des motifs universels, en fin de compte, comme le tournesol, le churromanesco, ou juste les vagues, les ondes du vent, des motifs comme des rosaces, la feuille, avec les rameaux et tout ça. Et puis très naturellement, on va les réutiliser. Et donc, la géométrie sacrée, on la réutilise de cette manière. Parce que juste, on a le feeling que c'est hyper cool au moment où on le fait et que c'est harmonieux. Je veux dire, ça dissonne pas de ce qu'il y a déjà dans un jardin, dans la nature, dans une forêt. Et puis voilà, on se laisse porter par cette géométrie qui est déjà hyper présente. Tu parles d'intuition. Et quand tu parles de ton intuition face au végétal, ça me fait penser à ces Indiens d'Amérique du Sud, amérindiens, qui ont ce savoir, cette connaissance de la plante, mais finalement sans la connaissance scientifique. Il y a une connaissance, alors je ne sais pas si elle est universelle, comment la développer, mais en tout cas, ils savent la plante qui soigne tel mot, ils savent la plante qu'il ne faut pas manger, etc., etc. Est-ce que c'est de cet ordre-là ton intuition ? Je peux supposer que oui. Ça me parle beaucoup, en fait, la manière dont des peuples premiers vont parler des plantes et se relationner à elles. Donc, il n'y a pas un lexique aussi technique que ce qu'on peut faire quand on étudie dans les livres d'herboristerie, de botanique. C'est tout autant intéressant pour moi parce que ça se complète vraiment. Donc c'est chouette d'avoir tous ces angles de vue qui vont parler des plantes. Et après, lors de l'intuition, oui, ça a toujours été. C'est aussi que j'ai appris à l'écouter à un moment donné. Et puis c'est d'autant plus facile quand tu vis en permanence avec les plantes. Alors tu développes une relation parce que tu as décidé d'y consacrer du temps comme... Enfin, tout ce à quoi tu vas consacrer du temps, tu vas apprendre énormément. Donc moi, j'ai commencé à vraiment vouloir apprendre ça. Et ensuite, au-delà de moi, oui, il y a des choses qui viennent et je vais avoir une intuition. C'est pas total, c'est comme un appel. Je vois une plante, je sens que je peux l'utiliser.
quelquefois, je vais même avoir une forme d'utilisation qui vient. On dit la forme galvanique et tout. Ben, moi, je vais me dire, tiens, je suis sûre qu'en usage externe et tout ça, puis là, je vais quand même faire des recherches, si tu veux. Mais je me suis déjà amusée, plus jeune, à faire mes petites tambouilles. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était tout à fait ça. Et peut-être que après, plus tu utilises, sous n'importe quelle forme, bon, tu as une relation où tu vas manger quelque chose, c'est comme si tu manges un peu un état de conscience. Donc plus tu utilises et que tu manges et tout ça, donc comme des peuples premiers, on dit peuples premiers parce qu'ils sont restés dans leur environnement premier, donc tous les jours ils vivent dans cette forêt, ils mangent cette forêt, etc. Bon, bah, ils sont l'état de conscience de cette forêt. Donc... Et après, voilà, de manière très pragmatique et tout ça, qu'est-ce que je fais? Des tisanes, des macérats, des hydrolats. Je vais faire aussi des alcoolatures. Je vais faire des baumes. Donc après, je macère comment? Dans l'huile, dans l'eau quelquefois. T'es un peu alchimiste en fait, quelque part. Eh ben, c'est une voie que je prends depuis peu, mais qui est vraiment passionnante. Et en plus, je me rends compte qu'on fait tous de l'alchimie sans le savoir, depuis toujours. Et que du coup, finalement, j'en ai toujours fait, mais que maintenant, on me transmet un savoir qui me permet de mettre des mots dessus et de voir les choses beaucoup plus clairement. Et contrairement à ce qu'on croit, ça démystifie pas mal de choses. Mais on se rend compte que le mystère, par contre, c'est beau qu'il reste toujours là aussi. Mais c'est... On dit l'occulte, l'occulte, ça veut dire caché. Donc c'est juste d'aller vers une connaissance... Bisous Manu. Quelque chose qui soit moins caché. Il y a des choses qui sont cachées et on va juste aller les voir. Voilà. Et l'alchimie, elle est présente naturellement. Et quand on en fait, entre guillemets, au labo ou à la maison, on va simplement accélérer certains processus et avoir la chance de les observer en concentré. Et de voir du coup de quelle manière elle est présente dans la nature, dans l'eau qui coule des montagnes, dans l'eau des orages qui remontent, etc. Et qu'il se passe plein d'alchimie tout le temps avec la coquille de l'escargot, avec toutes ces plantes, minéraux, tout ça. Donc finalement, toi, Chloé, tisseuse de rêves, cueilleuse, tu vis... Est-ce que je peux dire ça? Tu vis en accord, en suivant le rythme de la nature, en observant le monde végétal, en observant ce qui t'entoure? Oui, disons que je me mets sur ce chemin et j'essaye aussi de le mettre en moi et je prends conscience de ce qu'est le rythme de la nature et je me rends compte aussi de quand est-ce qu'il y a un décalage. Et que, il n'y a aucune perfection, il y a plein de choses qui ne se résolvent pas, mais on peut tout regarder. Voilà, ça devient passionnant de s'accorder ce temps-là. Merci Chloé. C'est quoi la vie? Je sais, c'est dit. Je vais dire un peu en vrac pour que ça reste spontané. Merci. Les mots qui me viennent, c'est la vie, c'est beau, c'est l'amour, la mort, le mouvement, une danse, des polarités et un point de rencontre, un milieu. Un milieu et milieu, ça me fait penser vivre dans son milieu, dans son environnement. Il y a le mot ensemble qui me vient comme ça, vivre ensemble avec tout. Et quelque chose de pétillant. Quand c'est vivant, c'est dynamique aussi, ça pétille. Il y a un feu qui nous anime. Voilà, il y a quelque chose qui anime. Ça, c'est dur, hein, les mots, mais voilà, une espèce d'onde qui fait vivre. Merci. Ok. Est-ce que tu peux nous dire une phrase inspirante qui t'inspire, en tout cas?
je vais essayer de bien me rappeler cette phrase, mais elle m'a beaucoup touchée. Et puis, ça fait pas très longtemps que je l'ai lue, mais ça résonne tout le temps. Et je la trouve vachement d'actualité, surtout qu'on est gentiment en train de sortir de l'hiver. C'est une phrase que j'ai lue dans un livre de Pierre Rabhi, mais qui fait plutôt partie des poèmes et plutôt hérité du Sahara et tout ça, et des peuples comme ça avec une sagesse. Et ça dit, je vais essayer de ne pas l'écorcher, c'est un peu long, mais ça dit quelque chose comme ça. Soyez très éveillés quand la lumière éclaire vos chemins. Et quand la nuit vous rassemble, ayez confiance en elle, car si vous n'avez ni haine ni ennemi, elle vous conduira sans dommage sur ces pirogues de silence jusqu'aux rives de l'aurore. Merci Chloé. Et pour finir cette interview, si je te dis blanc? Virginité, pureté. Respiration. Souffle. Tomate. Pétillant. Océan, mer. La magie, la vie et l'inconnu. Café. Couleur. Amour. Je peux rien dire. Fourmi. Le groupe et le crapahutage. Ok. Écoute, Chloé, je te remercie d'avoir pris le temps pour cette interview, de m'avoir accueillie chez toi, dans ton lieu. Et d'ailleurs, il me semble qu'avec Hugo, vous avez un projet de ferme permaculture. Oui, juste à côté de la maison, on est sur la création d'une micro-ferme sur un demi-hectare pour le moment, en culture maraîchère, plutôt sur sol vivant, permaculture, intégrer aussi de la biodynamie qui me tient pas mal à cœur, et surtout aussi en plantes aromatiques et médicinales, avec d'amplifier toutes ces petites préparations. Formidable. Voilà. Alors, j'espère que je pourrai revenir vous interviewer, toi et Hugo, quand la ferme, pour que nos auditeurs et les gens du Chablais et d'ailleurs puissent connaître l'endroit. Et en tout cas, on sait que vous êtes là sur Neussel, en Haute-Savoie. Merci Clara de donner à des personnes qui ont envie de partager leur vie et puis leurs vibrations, et de pouvoir leur donner l'occasion de partager ça avec plus de personnes, et puis d'être curieuse comme ça de tout, et c'est pour mettre en lien. Trop génial. Merci Chloé. À bientôt. Oui. J'arrête. Alors, je crois que je suis arrivée ici parce que c'est vraiment là que je devais être en fait. Et que j'ai toujours eu l'appel, mais depuis toujours, l'appel du végétal. Et déjà, je ne pouvais pas me passer de cueillir, même si j'étais en ville à certains moments de ma vie. On est dehors, donc forcément, avec les voisins. On est dans la super nature. Bon, c'est la tronçon. Allez, on coupe.